Fantasia de V2 en scansion de jonglerie cataractante. Where are you going, my dear friend? Ah, mais c'est ma petite muse Albion. Voilà belle lurette que je ne l'avais entendue, et elle de poursuivre de sa voix si suave. If you wish to win this wonder war while the white wild wolves are howling, then you have to wake up, 'cause you ain't going nowhere if you just sit there waiting for things to happen. Mais déjà mon esprit dérivait. Elle me parle de Wargame, et je vois Bonaparte écraser l'Autrichien à Wagram en juillet 1809, tout en ignorant, bien sûr, qu'il se destinait à finir ses jours à Longwood sur l'île Sainte-Hélène. Alors que Stephen Hawking nous parle de cataclysme cosmique et Corwell nous annonce un univers dystopique et totalitaire. Ah là là. Et je pense à un tramway nommé Désir de Tennessee Williams qui sillonne toujours Wall Street au cœur de New York, alors que le Watman est perdu dans ses pensées par devers Woodstock, qui, pour un gros week-end, s'était métamorphosé en une nouvelle citerre moderne, quoique un peu plus tribale et primitive que celle de Watteau. Or, comme c'était Halloween hier, je pense fatalement aux grandes bacchanales de la Walpurgis, celle de tous les vices et de tous les excès. Vous imaginez l'état dans lequel j'étais le lendemain pour mon départ d'Ottawa, à bord d'un AWACS, direction Whitehorse via Yellowknife, pour aboutir tout à fait inexplicablement à Key West, où un cow-boy extravagant, accompagné d'un chow-chow, ma foi plutôt hargneux, m'interpella violemment en swahili. « Ouais, monsieur !» pour me vanter tous les illustrissimes mérites du grand Dwight D. Eisenhower, pour ensuite dériver sur Howard Hughes, qui, selon ses dires, aurait activement participé à la création de la fameuse ligne Dew dans l'Arctique canadien pendant la guerre froide. Et monsieur de poursuivre avec le lieutenant-colonel John Winslow, l'architecte infâme de la terrible déportation des Acadiens en 1755, suivi quelques 5 ans plus tard par la chute de Québec aux mains de James Wolfe, lors de l'ultime bataille des plaines d'Abraham, cédant ainsi la Nouvelle-France à l'Empire britannique. Mais voilà-t-il pas que William Faulkner, ayant eu vent de l'affaire, fit irruption à bord d'une rutilante BMW, de toute évidence quelque peu imbibée, et laissant tout ce beau monde pantois, d'autant plus qu'il arrivait de Taïwan via le New Hampshire, où il eut l'insigne honneur de s'entretenir avec William Turner et James Whistler sur l'essor de l'art pictural en Angleterre au 19e siècle, donc bien avant les Women de de Kooning. Ici, petit clin d'œil à Barnett Newman et ses abstractions pures, ses cantos, et Robert Motherwell, ses fameuses Elegy for the Spanish Republic. Et maintenant, plan en travelling très lent sur l'immensité de la plaine en Saskatchewan, qui, soit dit en passant, est le prolongement tout à fait naturel des vastes prairies de l'Iowa, et on songe à l'époque où les valeureux Ojibwés parcouraient paisiblement ces fabuleuses contrées aux horizons infinis. Et de Caraïbes dans Scylla, de fil en aiguille et de capilotade en Palinodie, on éprouve le souffle sulfureux de Wuthering Heights des sœurs Bronte. Évidemment qu'on est loin du charme luxuriant d'Hawaï ou des espaces très arides du Koweït. Non, 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 rien à voir non plus avec le Rwanda ou même le Botswana. On pense plutôt aux lourdes mélancolies du Nord, dans les brumes froides des marécages lacustres du Mecklembourg, aux mordelandes angoissantes distillant un sentiment oppressant de cul-de-sac définitif et irrémédiable. Cela étant dit, voilà qui nous mène à Jonathan Swift, qui, lors de sa célèbre traversée de la rivière Kwai, avait réussi l'impensable exploit de terrasser un grand maître de taekwondo.
ce qui avait nécessité en urgence l'intervention du SWAT avec Irwin Rommel en tête. Enfin bref, tout ça, selon Jerry Lewis, ça vaut ce que ça vaut. Et ces fiasques de kawa en main et cargaisons précieuses de kiwi et de whippet à bord, on ne sait jamais que je quitte Soweto au volant d'une vieille Volkswagen jaune toute pétaladante, direction Kawasaki, où je me fais fort de rencontrer un spécialiste renommé pour ses études sur les Arawaks. Je me sentais quand même un peu pee-wee, un peu, j'imagine, comme Ralph Vaughan Williams s'il avait dû rencontrer Ludwig van Beethoven, ou même le jeune Werther face à un Werner von Braun, hein, très intimidant. Seulement voilà, comme je déambulais paresseusement dans le Bowery, Lower Manhattan, je remarque une immense affiche devant le cinéma Lowe's. Tiens, la dame de Shanghai, avec Rita Hayworth, sous la direction d'Orson Welles, 1948. Un vieux classique, me dis-je, sotto voce. Et un peu plus loin, au New World Theatre, à l'affiche, Renée Zellweger, Russell Crowe et David Bowie. Et je remarque tout près de moi, mais oui, je le connais celui-là, mais oui, c'est Woody Allen, en grande jasette avec Margaret Atwood, oui, celle de la Servante écarlate. Plutôt intimidé, je me retire discrètement. Voilà, ça c'est New York. Un peu plus animé que le New Brunswick, non? Et c'est le cœur en swing accompagné d'un John Law étrangement fébrile. J'ai su plus tard que c'était juste avant son célébrissime désastre financier. Donc, on parcourt indolent les rues de Shawinigan, ayant suivi au préalable la vallée de la Madawaska via Maniwaki. On a rendez-vous avec le docteur Schweizer à la terrasse du bar Svoboda, jouxtant le carrefour Yellowstone. Et le dit docteur me fait l'insigne honneur de me présenter à ses illustrissimes compagnons de bordée, Andy Warhol, Walt Whitman, Mark Twain, Wolfgang Amadeus Mozart, Oscar Wilde et Walt Disney. Wow, toute une brochette, non? Et je me souviens très bien, Whitman, intarissable d'éloges, part vers la poésie de Robert Browning et de Sherwood Anderson, alors que Mozart vantait le jeu exceptionnel de Vladimir Horowitz, tout en mentionnant l'apport titanesque de Wilhelm Furtwängler par devers les symphonies de Ludwig. Mais voilà-t-il pas qu'un sifflement tout à fait incongru attire notre attention. Et nous voyons alors avec horreur un missile Tomahawk déchirer le ciel et arborant le sinistre svastika, sachant que le missile peut développer plusieurs milliards kilowatts en énergie brute. On se serait cru brutalement déporté dans une tragédie de William Shakespeare version moderne. Mais qu'à cela ne tienne, et n'écoutant que mon courage légendaire, et me prenant un peu, il faut bien le dire, pour Arnold Schwarzenegger, ou peut-être même Bruce Willis, et tant qu'à faire, Clint Eastwood, et à moi l'embarras du choix. Je dégaine mon Smith Wesson 357 Magnum. Je vais le flinguer ce saligo de missile à la con. Et bang, 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 je l'abats en flammes. Alors qu'une flopée de journalistes de l'émission W5 dépêchés sur les lieux pour couvrir cet exploit extraordinaire débarqueront avec George Bernard Shaw en tête, accouru directement de Newark dans le New Jersey pour m'interviewer. Et tant qu'à faire, on en profite pour deviser en toute bonne foi sur l'œuvre de Charles Dickens et particulièrement de Mr. Pickwick. Et de fil en aiguille, on en arrive à D.H. Lawrence. Ou n'était-ce pas plutôt Lawrence d'Arabie et ses accointances putatives avec les Alaouites du Maroc? Et pendant ce temps, Rottweiler hargneux, retenu par un mohawk de Kanawake à l'allure plus que patibulaire, se met à me harceler solide
Et v'lan, dans les dents. Et je me zbigne à l'anglaise, direction Iwo Jima, où se tient le powwow annuel des Pawnees sous la présidence honoraire d'Oswald Spengler. Mais, hélas, quel déven! Je m'étais gouré. C'était à Oshawa, le dit powwow, tout près de Motown, sous la direction de George Gamow, qui, soit dit en passant, arrivait tout juste de Roswell, y ayant présidé une conférence traitant de l'origine du fameux Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Et là, le prestigieux Kurosawa, à titre d'invité d'honneur, a su nous régaler de ses propos très éclairants sur la fondation de New Amsterdam par devers Peter Stuyvesant, alors que Gershwin, invité surprise, s'épanchait sur le charme très discret et très paisible de notre Rawdon en Québec. Or, tout ceci ne nous apprend absolument rien sur les dessous de l'affaire Lee Harvey Oswald, qui, selon certains, aurait été vu à Dawson City, alors que d'autres mentionnent timidement Okinawa et même Midway. Et ici, comment oublier la ténébreuse affaire du World Trade Center, où la version officielle nous laisse carrément sur notre appétit. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pendant ce temps, l'indice Dow Jones pète des records. Le cours du Laurentium s'envole. Qu'aurait dit Samuel Weiss d'une telle chose? Rien du tout, sans doute. Et même si on doit à Melville Dewey l'invention du système de classification décimale des livres, il n'en demeure pas moins que c'était l'heure du sandwich dominical, alors que je vois du coin de l'œil Hemingway se taper l'intégrale de West Side Story, pendant que la sémillante bibliothécaire, au joli nom d'Edwidge Wharton, tweetait en Chichewa, langue officielle du Malawi, anciennement le Nyasaland. Je vous le note juste au cas où vous seriez un peu perdu. Donc, tweetant en Chichewa, cherchant la recette du cakewalk et du stew irlandais, et c'est à ce moment exact qu'un steward, au demeurant fort bien intentionné, nous apprend que Charles Darwin, secrètement adepte du wahhabisme, errait désespérément en Wallonie à la recherche de l'Edelweiss mystique, attifé qu'il était d'un manteau de Bryce Once, ou peut-être était-ce un tweed anglais de Warrington, et portant un wampum, ma foi, plutôt extravagant. Ce qui n'est pas sans invoquer pour moi, allez donc savoir pourquoi, mon fabuleux concert de Pink Floyd au Forum de Montréal, coin Sainte-Catherine-Atwater, en 70. Et entre-temps, l'autre jour, en attendant mon avion à Heathrow, retardé à cause d'un médé intempestif créant tout un émoi sur les pistes, je regardais un reportage captivant relatant la défaite de Cornwallis à Yorktown en 1781 aux mains des Américains. On y présentait également, un peu pêle-mêle, l'étonnante illumination d'Isaac Newton par devers les lois de la gravité universelle. Et sur un autre plan, l'apport exceptionnel de Winston Churchill dans la défaite de la Luftwaffe face à la Royal Air Force dans le ciel d'Angleterre. On y abordait aussi l'incident embarrassant de l'avion U-2 avec Gary Powers aux commandes de mission d'espionnage ultra secrète, et abattu par les Russes en 1960, alors que Twiggy faisait fureur partout dans le monde. Et trêve de baliverne. Parlons du mystérieux Wapiti échappé de Maniwaki tout près du lac Massewippi, exactement là où Stefan Zweig, dans un élan de mysticisme éthéré et sur une musique de Kieślowski. Non, Kieślowski était le réalisateur de la trilogie bleu, blanc, rouge. Il s'agirait plutôt de Zbigniew Preisner, à moins que ce ne soit Szymanowski. Enfin bref, à vérifier. Donc, le Stefan Zweig en question s'était largement épanché sur les mérites insurpassables de la prose de Witold Gombrowicz. Et tout ça à bord d'un wagon de luxe de la très sélecte Western Atlantic Railway Company. Tiens, une affiche. Warning, beware,
Wallaby Crossing. Pour le moins étrange, et alors que le train franchissait un périlleux taloué sur le Delaware, me revint en tête, un peu comme un patchwork, l'étonnante Wellington's Victory de Beethoven, sous la direction de Furt Wangler, évidemment, ainsi que mes lointains et précieux souvenirs du Sulawesi, sur l'île de Sumbawa, où j'agrémentais mes soirées d'ardeur équatoriale avec la lecture des sonnets de William Shakespeare, ainsi que la lettre écarlate de Nathaniel Houghton, sur fond de Waldstein, ou était-ce Bach BW 1080, que mon Walkman rendait à merveille. Ensuite, mes longs après-midi exaltants en wakeboard, dans la baie de Galway, petit whisky de Glasgow avant le dodo, quoiqu'un petit quass faisait très bien l'affaire, ce qui évoque pour moi cette période intense de ma vie où, buté comme un âne, j'apprenais le quoi. Wow, quelle époque! Je vois encore l'affiche affriolante annonçant le spectacle de Whitney Houston. Où était-ce Amy Winehouse? Par ailleurs, qui aujourd'hui se souvient encore de Zwingli ou de Grunewald? Ou même d'Hugo Wolf? Par contre, on se souvient tous du twist avec Chubby Checker. Ah là là! Farewell tout ça! Aux oubliettes, ainsi que les Valkyries de Wagner et son Wotan en Valhalla. On n'en a plus que pour le web, les webcams, le Wi-Fi, Wikipédia, Wikileaks, Windows et autres webmestres. Chut, chut, chut. Vous entendez cette petite musique qui flotte dans l'air? Ça provient du woofer de mon copain Palomar. Pour le taquiner, on l'appelle parfois Woody Woodpecker. Vous entendez? L'invitation à la valse, Karl Maria von Weber. Mais non, idiot, c'est pas ça de m'interpeller Palomar. C'est la petite musique de nuit de Wolfgang Amadeus. Ce qui, étrangement, me plonge à l'époque contraint d'apprendre les rudiments du Wolof, et à titre de WASP émérite, j'ai quitté Milwaukee pour New Delhi, où m'attendait un premier rôle très important dans une production de Bollywood, et qui avait pour titre « À la recherche de Goa et de ses effluves mystiques ». Ça promettait. Ce n'est que par la suite que j'ai dû me rendre à Warnemünde, pas très loin de Peenemünde, vous savez, les V2, genre de W nazi, pour y rencontrer un survivant de Waco, et je le trouve affairé fébrilement au-dessus d'un wok, qui manifestement a bien servi. Et je le vois nous préparer des petits morceaux de wombat et de wyandot destinés à être servis en wonton ou en wrap si je préférais, le tout libéralement assaisonné de wasabi. Et il me confie alors, presque à voix basse, le récit de ses exploits extraordinaires en water polo dans les plaines arides du Texas, pour m'aviser ensuite qu'au dessert, on va se régaler d'une poire Williams. Oh, veuillez m'excuser, je reviens tout de suite. Et après un court séjour au Vater, il s'engage dans un interminable monologue sur la dynastie des Windsor et l'incontournable abbaye de Westminster, où il aurait pratiqué Swedenborg en compagnie d'Orson Welles. Et il en profite pour exhiber fièrement sa superbe montre Swatch, full waterproof, qu'il avait achetée en Westphalie, ou était-ce à Wrocław? Il n'en était pas bien sûr. Il m'avoue aussi avoir toujours conservé un grand engouement pour les Who et pour Elie Wiesel, et son admiration inaltérable pour Kate Winslet et Virginia Woolf, sans oublier le considérable Woodrow Wilson. Et à cet égard, je me permets de rappeler la célébrissime affaire du Watergate qui avait solidement ébranlé tout Washington et qui, au bout du compte, s'était avéré le Waterloo de Nixon. Sic transit gloria mundi, me dis-je laconiquement. Ainsi en fut-il du Kaiser Wilhelm II, qui dut céder sa place à la République de Weimar.
Laquelle république disparut sous l'emprise du Troisième Reich, lequel atteignit son apogée à l'époque de la sinistrement célèbre conférence de Wannsee en 1942 et qui amena la création d'horreurs comme Auschwitz. Ici, à la manière d'Hollywood, flashback et gros plan en contre-plongée sur John Wayne et son inséparable Winchester, faisant une pause méditative à Wounded Knee, en direction du Wyoming avant de revenir à Wichita, via le Wisconsin pour y affronter en duel Wyatt Earp, le légendaire shérif, qui dut sa notoriété à son mémorable affrontement du OK Corral à Tombstone. Et on pense à Végan, chef d'état-major de Foch en 14 et qui préconisa bien à contre-cœur l'armistice en mai 40, lors de la grande débâcle. Et pendant que Wegener étayait sa thèse de la dérive des continents, lors d'une conférence sur la glaciation de Würm, Anton Webern y allait de sa symphonie opus 21 qui, doit-on dire, se situe très loin des lute songs de John Dolan, le contemporain à peu de choses près de Thomas Cromwell. Et on pense au triomphe de Wozzeck, l'opéra phare d'Alban Berg, dont la première eut lieu, dit-on, sur l'île de Wight, quoique d'aucuns affirment d'emblée que cette représentation se serait plutôt tenue à Wimbledon. Peut-être était-ce plutôt à Wembley. Enfin, tout cela reste à vérifier. Cela étant dit, je décide de me taper un petit voyage en Asie, question de perfectionner mes rudiments de Wu. Je m'inscris donc à un cours de Wushu dans la pittoresque ville de Gwangju, ayant pris bien soin de me lotir d'une quantité suffisante de won pour un agréable séjour en cette Corée si accueillante. Cet octobre 2019 était tout simplement fabuleux. Ne pas oublier que dans un mois, je pars pour Wuhan. Or, comme les nuits sont très longues à Winnipeg, je devais m'assurer d'avoir dans mes bagages mon précieux jeu de whist. Voilà qu'il me sera loisible maintenant de vous raconter ma rencontre avec Lech Walesa. Rencontre par ailleurs tenue ultra secrète en raison de complexes implications politiques internationales. Je me revois encore sur le wharf désert, tout perdu dans la brume nocturne. Je me sentais comme le whip d'un parti politique prêt à en découdre avec toute forme d'opposition. On finit donc par arriver devant une sorte de wigwam où d'impassibles visicaux montaient la garde. Était-il de Wendake ou de Warwick? On ne savait pas vraiment. J'ai su bien plus tard qu'ils venaient de Matawini, et je les vois encore armés d'un winch, à l'aspect, ma foi, très intimidant, et je remarque « Made in Swaziland », ce qui, étrangement, évoque pour moi Frank Lloyd Wright et son musée Guggenheim à New York. Ce qui, très logiquement, m'amène aux frères Wright, Orville et Wilbur, qui, en 1903, à Kitty Hawk, ont réussi le premier vol propulsé d'un plus lourd que l'air. Et puis, nous voilà encore coincés dans cette pseudo-crise qui n'en finit plus de finir. Dieu que cette époque est terne, crise d'une laideur qui n'a d'égal que nos politiciens et parlementaires, qui manifestement prennent plaisir à faire durer cette hystérie collective, campés solides qu'ils sont, sur une impunité désespérante. Heureusement, j'ai 77 ans. Je ne m'imagine pas avoir 30 ou 40 ans aujourd'hui. Aïe. Et on dit que l'esprit de l'époque est au woke, alors qu'on sent bien que les grands de ce monde, obnubilés qu'ils sont par le transhumanisme, liés au développement de l'intelligence artificielle, vont procéder petit à petit à l'éradication de notre mémoire collective, de tout l'héritage de notre sagesse ancestrale. Dieu que nos frères humains sont laids avec leurs masques, le symbole même d'une soumission volontaire si abjecte. Bon, et bien avant de sombrer dans quelques marasmes miasmatiques et sulfurifiques, j'empoigne mon fantabuloscope. Quelques réglages sur ondes suprasensibles. Voilà.
C'est vrai. Hello? Hello. Are you there, my dear Fairy Queen Albion? Are you there, my dear little one? Ah, vous entendez? Voilà sa réponse en retour. Allez, sentez. Ça, faut pas que tu le dises, parce que j'ai pas fini. Ah, ok. Allez, sentez. Sentez. Vous entendez? Wow! J'ai fini. Ben là, je peux te dire, twist again. Oh, Waldorf. Wow. Oui. Tu te rappelles, twist again? Non!